Il faudra être précis pour les fléchettes, il faudra être précis pour l'escrime également, tout comme le biathlon. Bref, c'est un dimanche où il faudra être précis. Nicolas Lotte avec Brice Guyard qui sont en place pour nous commenter cette journée à Coubertin. On retrouve l'équipe de France. Les enjeux pour ce tournoi? Eh bien écoutez, les enjeux pour l'équipe de France, ils sont pas tellement importants puisque l'équipe de France est officiellement et depuis quelques mois maintenant qualifiée pour les Jeux Olympiques. En revanche, ça va être un petit peu plus compliqué pour Hong Kong, une nation asiatique montante qui va peut-être récupérer au ranking une place très importante face notamment à d'autres pays asiatiques. Brice, c'est bien ça, hein. Hong Kong, c'est très important cette demi-finale. Hong Kong joue gros parce qu'en battant la France, ça leur permettrait de passer devant la Corée qui pour l'instant est qualifiée pour les Jeux, mais le classement bouge encore. Et pour les Français, ça reste très important aussi parce qu'il faut qu'ils conservent cette place de numéro 1 ou numéro 2 avant les Jeux Olympiques pour avoir un tableau plus ouvert. Donc c'est important pour les Français de marquer des points quand même en remportant cette troisième place. Cette petite finale, voilà, merci. Marquer des points, préparer Tokyo donc pour l'équipe de France. Il y a de l'enjeu à Coubertin et on va accompagner ces nations juste après une petite pub et on est de retour pour lancer ce dimanche d'escrime à Coubertin. Le gratin mondial est là. Allez, c'est parti pour cette petite finale entre l'équipe de France et Hong Kong avec de gros enjeux du côté de l'équipe de Hong Kong. Et en ce qui concerne l'équipe de France, ce sera l'occasion tout simplement de se chauffer avant les Jeux Olympiques. L'équipe de France qui est assurée de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mais bon, voilà, dans une petite finale de Coupe du Monde, c'est important de récupérer les bons automatismes, Brice. Ouais, complètement. Et puis surtout sur une équipe comme Hong Kong qui est un nouvel entrant dans la hiérarchie mondiale. Hong Kong qui joue gros parce que là ainsi gagne contre les Français. Ça deviendrait la nation asiatique sélectionnée pour les Jeux, sachant que derrière, après le CIP, il restera une épreuve de Coupe du Monde par équipe qualificative et ce sera en Égypte, au Caire en février. Donc Hong Kong joue gros, les Français aussi, parce que en battant Hong Kong, ils conservent suffisamment de points d'avance pour rester numéro 1, numéro 2 mondial. Et c'est une place à conserver pour avoir un premier match plus accessible aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et au-delà de ça, c'est important que les Français montrent aussi à Hong Kong qui pourrait peut-être faire les Jeux. C'est important que les Français montrent que voilà, ils sont au-dessus. Et pour l'instant, Hong Kong donc a pris l'ascendant 4-2 face à la France. Et encore une touche accordée à la nation asiatique montante, une nation montante qui n'en finit pas de surprendre. Hong Kong coaché d'ailleurs par un Français que vous connaissez bien, Brice. Oui, il s'agit de Grégory Koenig qui était membre de l'équipe de France de Fleury, qui s'entraînait à l'INSEP et avec qui j'ai eu le plaisir de partager des moments d'équipe de France. On a eu l'occasion de faire champion d'Europe ensemble, c'était en 2006. Et puis partager quelques titres de champion de France aussi par équipe puisqu'on était sur le banc du Paris Université Club à l'époque. Et ben voilà, et Greg, ça fait partie de ces Français qui savent s'exporter et aller aider des pays et les faire monter. Avec un bon potentiel à Hong Kong quand même, hein, des très bons tireurs et qu'il arrive à... Voilà, il leur permet de bien s'exprimer, il leur donne confiance et puis ça se retrouve individuellement et par équipe. Allez, Erwan là, le patron de cette équipe, Erwan Lepechou, qui prend le relais. On en parlait hier dans le biathlon de cette importance, en tout cas du relayeur qui peut revenir. Et ben là, c'est le taf d'Erwan Lepechou. Il y a un premier relais moyen d'Enzo Lefort qui perd 5-2. C'est important pour Erwan là de prendre son temps, d'utiliser les 3 minutes pour essayer de recoller au score. Et il faut surtout ne pas se précipiter pour remonter et prendre trop de risques. Donc il faut utiliser le temps. L'occasion, Brice, pour rappeler brièvement les règles. 9 relais de 5 touches, 45 touches pour gagner la partie. Au bout des 3 minutes, on change de relayeur ou bien si le fleurettiste marque ses 5 touches, on change. Exactement. Et on a le droit à
un joker vidéo par relais de 5 touches. Et comme vous nous l'avez dit hier, c'est beaucoup plus intense le par équipe parce que voilà, ça se joue en 5 touches. Et il y a des renversements de situation, on va le voir pendant le match. Où, pour l'instant, 3 touches d'avance pour Hong Kong, ça va en 10 là. Ah, c'est dommage. Erwan qui ne touche pas. On est au fleuret, l'une des 3 disciplines de l'escrime, l'une des 3 armes. On touche avec la pointe. On doit déclencher d'ailleurs 500 grammes, à minima 500 grammes de pression avec la pointe sur la cible valable de l'adversaire. La cible valable, c'est la surface métallique électrique, c'est-à-dire le tronc, le ventre, les épaules, le dos. Le reste en blanc étant une surface non valable, ce qui fait que quand on touche en surface valable, on allume sa lampe de couleur. Quand on touche en surface non valable, on allume une lumière blanche. Ensuite, c'est une arme de convention, donc il faut prendre la priorité. On prend la priorité en allant vers l'avant. Et donc, en attaquant, en allant vers l'avant avec les jambes et en allongeant son bras. Et pour reprendre l'initiative, il faut soit faire tomber l'attaque de son adversaire dans le vide, en reculant, ce qui permet de repartir en attaque, soit contrer en effectuant une parade, puis une riposte. Une parade, on vient taper la lame de son adversaire, on prend le fer, et ensuite on riposte en allongeant son bras. Donc c'est un système d'échange et de dialogue entre les 2 fleurettistes avec un arbitre central qui est là pour dire qui a le dernier mot, qui met la dernière touche. Et un autre arbitre à la vidéo qui, en cas de litige et en cas de demande d'un des tireurs, qui chacun a un joker, qui peut donner son avis à l'arbitre central qui reste au final l'unique décisionnaire. Un Coubertin qui était en folie il y a plusieurs minutes de cela lors de la demi-finale entre l'Italie et la France. Ça s'est joué à 44 partout et dans le Money Time, donc l'Italie avec un relais magnifique de Daniele Garozzo, le champion olympique en titre. Eh bien, l'Italie est venue s'imposer face à la France. Erwan Le Péchou était le dernier relayeur français comme à l'accoutumée. Malheureusement, il n'a pas réussi à aller chercher cette toute dernière touche malgré le fait qu'il menait à un moment 44-42 dans la demi-finale. Mais c'était sans compter voilà, l'expérience, la lucidité et puis cette équipe d'Italie qui a marché sur l'eau tout au long de cette Coupe du Monde avec beaucoup de fleurettistes qui se sont hissés dans le tableau final, notamment dans l'individuel d'hier. Ouais, et Garozzo en plus était en forme, il fait 2e en individuel. Puis on peut pas en vouloir à Erwan, même s'il menait 2 touches 44-42. Le nombre de fois où Erwan a été dans la position inverse et qu'il a su faire la différence pour la France, voilà. Je pense que à la limite, les Italiens, on peut leur laisser sur celle-là. Et si on les rencontre au jeu, en revanche, si on peut leur faire à l'envers justement, ce sera le bon moment. Ce sera une finale donc Italie, États-Unis d'Amérique, avec eh bien voilà, des Italiens qui pourraient pourquoi pas aller chercher un nouveau titre par équipe ici à Coubertin, et des Américains qui sont tout simplement les champions du monde en titre et qui pourraient asseoir encore plus leur hégémonie ici à Paris. Avec la victoire notamment hier dans l'individuel, si vous étiez avec nous, du jeune Nick Hitkin. C'est dommage, Erwan Le Péchou qui met un peu de temps, vous allez voir, il va trouver la parade. Là, il effectue une belle parade. Il y a une remise immédiate du Hongkongais et Erwan qui met du coup un peu de temps à riposter, ce qui fait que ça bloque l'appareil et même s'il touche, il n'allume pas la lampe parce qu'il a mis un peu trop de temps en composant sa riposte. 10-6, ça fait un relais à 5-5. Et d'autant plus que là, c'est Jérémy Cadot qui va tirer. Jérémy Cadot qui est handicapé par une blessure à la cuisse gauche, contractée un petit peu plus tôt dans la journée. Ils n'ont pas eu de chance, les relayeurs de l'équipe de France, tout simplement parce que Jérémy Cadot s'est blessé, Julien Mertine également s'est blessé. Voilà, ça s'est mal embarqué pour l'équipe de France. Et pourtant, ils ont réussi à se hisser en demi-finale. Et puis aussi, n'oublions pas que Maxime Poty a dû déclarer forfait suite là aussi à une petite blessure contractée dans l'individuel hier.
Ouais, alors c'est pas mal de petits pets musculaires pour les trois, donc c'est quand même un truc à surveiller, je pense, du côté de l'équipe de France. C'est souvent dû à un choc, hein. Excusez-moi de vous avoir coupé la parole, Brice. Je sais qu'en plus, comme dans l'escrime, on se parle, on se coupe la parole, on se part et on riposte. Apparemment, c'est vraiment sur des chocs dus à un contact avec l'autre escrimeur. Ok, on va regarder Jérémy parce que je l'ai pas vu tirer encore. Ouais, déjà je vois qu'il peut pas se fendre. Donc là c'est pour ça il met un pressing vers l'avant, il fait des petites marches, mais on sent que au moment où il faut se fendre, donc allonger sa jambe gauche pour gagner en distance et aller toucher son adversaire, il le fait pas. Allez, c'est le Français qui a le dernier mot qui touche. Ils sont mal partis là les Français, ça fait beaucoup de retard je trouve. Effectivement, bien vu Brice, on sent que ce n'est vraiment pas appuyé sur... il peut pas se fendre. Sur le côté gauche. Il peut pas se fendre Jérémy Cadot, donc ça va être compliqué. Surtout quand on a des touches de retard, ça veut dire qu'il faut aller prendre des risques vers l'avant et aller attaquer. Donc Jérémy peut s'en sortir si les Français mènent, parce que c'est un très bon contreur et défenseur. Et il aurait moins besoin de se fendre. Mais bon, là, il va y avoir un peu de travail pour Enzo Lefort et Erwan Le Péchou, parce que ça fait 7 touches de retard. En tout cas, il a réalisé un très très beau relais face à Fauconi en demi-finale. Jérémy Cadot, comme vous l'avez justement dit, Brice, grâce à ses capacités de contreur. 14-7 en faveur de cette équipe d'Hong Kong. Mais Jérémy aurait pu... je trouve qu'il a pris un peu trop de risques. Là, il prend trop de risques. Il peut pas... Il est pas à l'aise vers l'avant. Il peut pas bien déployer ses actions. Moi, j'essaierais d'utiliser un petit peu plus le temps. Il reste 1 minute 35 dans ce relais. Essayer de forcer Hong Kong à attaquer. Et essayer de contrer. En tout cas, il a du temps. Et c'est Choi, côté... Choi Chun côté Hong Kong. Voilà, il faut lui donner envie comme ça. Et pourquoi pas l'attaquer. Malheureusement, c'est Choi qui développe son attaque. Il avançait à petits pas et il s'est jamais arrêté. Mais Jérémy Cadot, et il fait bien parce que de toute façon, ça marquerait la fin du relais, utilise son joker vidéo, on ne sait jamais. Alors Hong Kong, nation montante de l'escrime, avec des enjeux olympiques ici pour cette deuxième manche de Coupe du Monde de la saison. Et concernant l'équipe de France, c'est une nation qui a été à plusieurs reprises championne du monde, notamment en 2014, en 2007, 2006, 2005. Une équipe de France qui a été plusieurs fois championne du monde par équipe et qui a été cette année vice-championne du monde face aux États-Unis d'Amérique. Ouais, et puis les Français qui sont aussi champions d'Europe en 2019. Donc c'est aussi ça qui font qu'ils ont pris de l'avance sur cette qualification au jeu. Ils font champions d'Europe. Donc ça leur rapporte beaucoup de points. Ils font deuxième aux mondiaux. Donc déjà avec ces deux résultats, ça leur donnait beaucoup de chance. Et ensuite ils ont gagné des épreuves de Coupe du Monde. Et puis là aujourd'hui à Coubertin, ils sont quoi qu'il arrive dans le carré final. Donc c'est logique de retrouver les Français, sauf que là ça ferait tâche quand même sur Hong Kong de pas jouer la gagne, ou en tout cas que ce soit pas plus serré. Donc avec le handicap qu'on connaît côté français, puisque Maxime Potty n'est pas dans l'équipe, Julien Mertin de toute façon pourra pas rentrer et remplacer l'un des tireurs, et Jérémy qui semble quand même fortement diminué. Mais quand même, ils ont les moyens quand même d'être un peu plus serré sur le score. Espérons que ça se fasse aussi grâce à cette adversité rendue, cette petite finale rendue encore plus âpre à cause des blessures.
la France face à Hong Kong avec pour l'instant un score de 15-7 en faveur des Hongkongais. Allez, Enzo. Et Enzo Lefort, effectivement. Et c'est pareil, l'attaque d'Enzo, la riposte. Qui a terminé 3e de l'individuel, Enzo Lefort, hier, ici à Coubertin. Enzo, il est obligé d'y aller. Pour moi, c'est l'attaque au fer qui touche. J'espère qu'on va le voir au ralenti. Il y a 2 prises de fer simultanées. Regardez, les 2 tireurs tapent le fer, mais il y en a un qui attaque et un qui défend. Celui qui attaque, c'est Enzo Lefort. On donne dans ces cas-là la priorité à l'attaquant. Magnifique touche réalisée par Enzo Lefort. Allez, c'est peut-être lui qui va redonner des couleurs à cette équipe de France. C'est lui qui, comme je vous le disais, donc a terminé 3e de l'individuel d'hier. Et qui est tombé sur Nikitkin, surprenant américain de 20 ans, qui est venu s'imposer face à Daniele Garozzo en finale. Enzo Lefort, le champion du monde en titre, qui tire devant son public, puisqu'il est résident parisien, licencié à Melun. Il avait déjà remporté ce tournoi en 2014. Mais l'équipe de France ne l'a jamais remporté par équipe, ce challenge international de Paris. Non, effectivement, et c'est toujours une compétition difficile à gérer. Pas mal de pression en fait pour les Français, grosse attente du public. Ouais, c'est vraiment la dernière répétition en France pour tous ces escrimeurs avant de prendre la direction de Tokyo. Occasion pour nous peut-être, Brice, d'indiquer de nouveau, comme vous l'avez fait hier lors de l'individuel, de nous indiquer voilà qu'est-ce que possède un escrimeur, un fleurettiste avant d'entrer sur la piste. La cuirasse. Ouais, là, alors sur le matériel, c'est vrai qu'on fait un sport quand même où il faut être bien équipé. Vous voyez, il y a pas mal de fils là. Il y a le fil d'Enzo Lefort qui est là pour permettre le contact entre le masque et la cuirasse électrique. Parce que vous voyez que sur le masque, il y a une petite zone là, aussi grise et métallisée, de surface valable, qui permet de rejoindre la ligne des 2 épaules. Et puis, il y a tout simplement aussi un fil de corps. Là, c'est ce qu'on a fait changer au niveau sur le tireur de Hong Kong. On a changé son fil, il devait y avoir une petite panne et fil qui est relié du coup au fil derrière les tireurs, qui est relié lui-même à l'appareil qui signale les touches avec les lampes. Et là c'était l'attaque de Hong Kong. Il faut vraiment qu'Enzo prenne le dessus. Mais ça tire bien en face. Allez, ça touche là l'attaque d'Enzo Lefort. Et ça a failli glisser sur la cuirasse de l'adversaire, mais heureusement. Allez, il faut utiliser le temps, Enzo aussi. Il faut créer du mouvement, des déplacements. Angelo qui va faire des erreurs, voilà comme ça. Allez, chaque touche compte là, touche par touche. On les prépare. Et n'hésitez pas à nous rejoindre également sur les réseaux sociaux avec le hashtag l'équipe escrime. On a la chance d'avoir en cabine commentateur un champion olympique, Brice Guyard, qui nous a rejoint et qui pourra donc répondre, si vous le souhaitez, à vos questions. Avec grand plaisir. Alors là, il y a une demande d'arbitrage vidéo faite par Enzo Lefort. J'aimerais bien qu'il la repasse parce que j'hésite un petit peu. Pour moi, je vois bien Enzo Lefort taper le fer, prendre l'initiative, mais j'ai l'impression que Angelok aussi fait ce qu'on appelle un contre-battement. Donc tout de suite après, il reprend le fer, donc ça se joue vraiment en moins d'une seconde les 2 battements de fer. Et donc logiquement, moi j'aurais tendance à la donner pour Hong Kong.
Mais normalement Enzo aurait dû le sentir, donc s'il l'avait senti, il n'aurait pas demandé la vidéo. Donc il a dû sentir autre chose au niveau de son arme. En tout cas, ça discute pas mal. Là, ils sont 4 arbitres carrément. Normalement, ça ne doit pas arriver. Hein. Il y a un arbitre vidéo, il y a un arbitre central, mais bon, là, c'est c'est comment on pourrait dire ça. À ce moment-là, on est sur une petite finale ou sur une finale, tout le monde s'en mêle, quoi. Tout le monde donne son avis, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Parce que forcément, ça met la pression à l'arbitre central, ça met la pression à celui qui est à la vidéo. C'est une bonne manière de faire changer. Ça peut être une bonne manière de faire changer la décision. En tout cas, il y en aura eu de l'attente à Coubertin depuis cet après-midi, puisque à cause des blessures à répétition, les matchs ont dû être interrompus. C'est la raison pour laquelle voilà, on peut vous proposer aussi à 16h30 ce match pour la 3e place, ce match entre l'équipe de France et Hong Kong. Sachez que vous pourrez suivre la grande finale et ça va être une belle passe d'armes entre l'Italie et les États-Unis. Et vous pourrez la suivre, cette finale, sur l'équipe.fr juste après cette petite finale. Et puis rendez-vous si vous êtes en région parisienne, si vous êtes résident parisien en région parisienne ou en vacances à Paris, vous pouvez toujours vous rendre du côté du stade Pierre de Coubertin pour voilà, en prendre plein les yeux. Parce que lorsqu'on est sur place, presque au contact de la piste, ça change on entend le bruit du fer. Ouais, et puis on entend les tireurs parler, on entend l'arbitre, on entend les échanges avec l'entraîneur. Enfin, c'est d'autant plus vivant, d'autant plus spectaculaire. Ça fait un peu de bruit, il y a de l'ambiance. Ouais, ça change tout en général. Hein. C'est quand on découvre l'escrime à la télé. Un jour, on découvre l'escrime parce qu'on est au bord d'une piste et là, on se dit waouh, en fait, c'est un sport de combat. Ouais. Puis il y a le jour où on met le masque aussi, on tient une arme et là, c'est encore une autre histoire. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier une nouvelle fois Carole qui m'a fait petite initiation encore cette semaine au cercle d'escrime de Grasse. Je ne sais pas si elle nous écoute. Je sais qu'il y a pas mal de ses élèves qui écoutent aujourd'hui et qui regardent la chaîne L'Équipe. Bon, est-ce que ça va reprendre? Parce que pour prendre une décision comme ça... Allez, il a changé, ils ont changé. Et donc la touche sera accordée à Enzo Lefort. Très bien. Allez, Enzo Lefort pour aller grappiller encore quelques points dans son relais. Allez, il va falloir défendre Enzo là, parce que Angelok, le Hongkongais, il va t'attaquer. Oh là là, on s'en sort bien, l'attaque non valable. Et attention, parce que si Enzo Lefort dépasse la ligne arrière bleue, il sera touché. Mais heureusement, Enzo Lefort, au préalé, il reprend l'initiative et attaque. C'est bien ce qu'il fait, il sait. La clé pour Enzo, c'est d'assurer une bonne défensive. C'est dommage, il rate là. Il n'y a qu'une seule lampe et c'est celle de Angelok, le Hongkongais. Il était revenu pas trop loin, Enzo. Allez, il y a encore un peu de boulot. Bien utiliser le temps. Allez, Enzo qui défend bien, il va pouvoir reprendre l'initiative, faut pas partir trop vite. Et la remise qui touche, pour moi elle est bonne. L'attaque d'Enzo qui ne touche pas. La riposte non plus. Et là c'est la remise en prime, la main haute. Et vous voyez la pointe qui vient se glisser entre la bavette et la ligne des épaules. Une belle attaque d'Enzo Lefort sur la préparation de Angelok. On va voir le Hongkongais qui part vers l'avant. C'est lui qui déclenche en premier, mais il a le bras très très court. Et il va recoller Enzo. Et il est surpris sur la préparation, bien senti. Là, c'est plusieurs touches différentes de la part d'Enzo. On voit qu'il est en confiance. Il marque des touches derrière, vers l'avant, au milieu de piste. Ah, il y a une non valable.
Encore peut-être un petit problème de matériel, puisqu'on voit aussi que le fleuret est relié évidemment au fil de corps. Plus il y a de prise de connexion, plus il y a de possibilités de panne. Voilà, bien arrêté, même si c'est non valable. Ça stoppe. Angelok. Allez, ça touche directement pour Enzo. Là, c'est bien de toucher tout seul comme ça. Ça montre là qu'on est dans le vrai, dans le combat. Et surtout, ça sème le doute chez l'adversaire qui trouve plus de cible, même pas non valable. Allez, là, va falloir toucher aussi. Voilà, directement, encore tout seul. C'est bien ce que fait Enzo Lefort. Et il recolle à 17-17. Il faut surtout pas se relâcher. C'est pas parce qu'on est revenu à égalité qu'on peut se permettre de se relâcher. Souvent, hein, c'est des petits signes. Et ça se travaille à 17 partout. Il faut repartir comme s'il y avait 0-0, à essayer de prendre l'avantage. Mais souvent dans la tête, on se relâche à ce moment-là. On se dit bon, c'est bon, je l'ai fait, je suis revenu, j'ai fait mon job, mais pas totalement. C'est l'attaque toujours là d'Enzo Lefort. Il s'en sort bien Enzo parce qu'il a été touché en premier en contre-attaque par Angelok, mais il a réussi avec son allonge et son bras à porter son attaque. Et l'équipe de France qui prend pour la première fois l'avantage face à Hong Kong et qui marque encore une nouvelle fois et une nouvelle touche. 19-17. Magnifique relais réalisé par Enzo Lefort. Qui change de fleuret du coup, puisque sur l'intensité de la touche, la lame s'est brisée en deux. Allez, plus qu'une touche, il faut la mettre. Et là aussi, c'est important de ne pas griller de cartouche. S'il peut mettre cette 20e et remettre la France à 3 touches d'avance, c'est confortable. Et là, pour un Jérémy Cadot, on en parlait tout à l'heure, qui pourra être un peu plus peut-être serein en contre et développer son jeu un peu de truqueur. C'est pas une critique, hein. Quand je dis truqueur, c'est évidemment très tactique de sa part. Allez, ça touche directement. 20-17, super boulot. Voilà ce que c'est le boulot d'un relayeur qui prend ses responsabilités. Et c'était à Enzo Lefort de le faire. Il est champion du monde, c'est l'homme en forme. Bravo Enzo. Et vous voyez que cette équipe de France reste très très concentrée, hein. Elle ne prend pas du tout à la légère ce match pour la 3e place. On aurait pu sentir sur les visages des Français un peu de relâchement. Mais non, pas du tout. Il reste très très concentré et il se congratule. Allez, le relais de Jérémy Cadot. Voilà, magnifique relais réalisé par Enzo Lefort. En discussion avec Julien Mertine. La France qui mène 20-17 face à Hong Kong. Nous sommes dans le 5e relais. Allez, c'est le plus fort là, côté Hong Kong, c'est Chung Kalong. Il va falloir bien le gérer. Sur cette première touche, je sens Jérémy qui n'est pas spécialement en confiance. Il tente une action de contre-temps en avançant, hein, en faisant déclencher le Hongkongais et en essayant de parer, de riposter, mais il ne touche pas. Il n'est pas précis là. Attention, Jérémy est paré. La riposte de Chung non valable. Alors, la particularité pour Jérémy Cadot, c'est qu'il n'est pas forcément dans un super week-end. Il a besoin aussi peut-être de marquer les esprits auprès du sélectionneur Brice. Ouais, mais là, il met la pression d'entrée et je pense qu'il peut vraiment installer son jeu de défense, mais peut-être qu'il n'est pas assez en confiance en défense, mais il pourrait prendre un poil plus la mesure. Et là, il a pris une touche du coup. Il est paré encore, attention, ça va riposter. Chung qui a beaucoup d'expérience, c'est le meilleur du côté de Hong Kong. Un sacré style, hein. Et qui prend son temps, gaucher. Regardez le travail de Chung, là, il se précipite pas. Il avait 3 touches de retard, il n'y en a plus que 2, mais il va utiliser tout le temps pour pouvoir recoller. Même s'il ne va pas en 25, c'est pas grave. L'important, c'est de repasser, d'être au contact et de repasser même à une touche d'avance. Et une particularité aussi qu'on voit, c'est les fleurettistes qui tournent autour du fer de l'adversaire. Oui, il y a beaucoup de mouvements de rotation de main dans un sens, dans l'autre, pour essayer de faire des feintes et pas se faire intercepter.
Mais après, faut garder une pointe vivante, il faut savoir où elle est. Donc à force de faire des mouvements, parfois, on en oublie de revenir sur la cible. Donc il faut quand même savoir bien ce qu'on en fait. Allez, il va falloir que ça défende. Et ça défend pas bien là. L'attaque directe de Chung qui touche. Et qui riposte pas, il va prendre un carton jaune. Jérémy Cadot, on le voit, en fait il fait le bon effort, il trouve la parade et après il se complique en riposte alors que ça pourrait être beaucoup plus direct pour aller sur la cible. C'est les signes d'un tireur qui est pas en confiance et qui est blessé aussi pour le coup là. Parce que sur toutes les phases offensives on voit sur la jambe avant, sur la jambe gauche ça a du mal à tenir. Il gagnerait Jérémy à être plus sobre en fait, à en faire moins et à simplifier beaucoup plus son jeu, à essayer d'être sur de la défense, sur du contre. Et c'est l'attaque de droite là. C'est compliqué là pour l'équipe de France parce qu'il n'y a pas le même engagement, la même énergie, la même intensité là entre les relayeurs. Et c'est l'attaque de droite qui touche. Oh, je pense que Chung va demander la vidéo. Pour moi, c'est l'attaque de droite qui touche. Et pourquoi il demanderait la vidéo alors? Pourquoi Chung demanderait la vidéo? Parce que je pense qu'il a raison. Oui, oui. Ah, parce qu'on l'a donné à, oui. à Jérémy. D'accord, ah oui. Effectivement, là, ça c'est... Comment l'arbitre a pu douter? Parce que là, à l'écran, ça nous semblait évident. Ça se joue pas grand chose. En fait, c'est Chung qui qui va vers l'avant en premier, mais qui se bloque un petit peu. Mais là-dessus, je trouve que Jérémy prend pas l'initiative de repartir suffisamment tôt. Donc, au final, on voit que c'est quand même Chung qui continue après son action. On va voir comment ça va être interprété, mais Jérémy avait une opportunité. Et je trouve qu'il l'a pas saisi là. Il est pas reparti assez vite. Voilà. Il a été donné effectivement au Hongkongais Chung. Il touche pas Jérémy. On sent la pointe qui est très à l'extérieur, qui revient jamais sur la cible là. Il sait pas où est sa pointe. C'est compliqué. Hein. J'aimerais pas être sous le masque là. Allez, celle-là, elle touche. C'est toujours ça parce que il faut rester au contact là. Pour Jérémy, il faut pas essayer d'aller mettre ses 5 touches. Il faut rester au contact. Il faut poser des difficultés à Chung. Allez, quitte à défendre. Allez, défends. Ouais. Et allez, c'est la riposte qui va toucher là, j'espère. Très très belle riposte réalisée par Jérémy Cadot. Vous auriez dû être coach, hein, Brice. Ouais, après, je les connais bien. J'ai été en équipe quand même avec Jérémy, avec Arwan, avec Enzo. Donc, on a tiré évidemment ensemble, l'un contre l'autre, les uns contre les autres. On a gagné, perdu ensemble. Donc, voilà, on se connaît bien. Je connais les attitudes. Et alors là, c'est la riposte qui est gagnante. Ouais, de Chung. Là, c'est pas mal ce qu'il fait. Là, il est dans une meilleure phase, Jérémy Cadot. Mais attention, 25 et c'est la fin du relais. Il faudrait recoller là à 24 partout. Allez, essaye de truquer un peu là. Lance des faux signaux, Jérémy. Fais-le déclencher. Ouais, c'est trop juste, l'attaque touche. Chung, il a du métier, il a de la confiance. On sent que c'est un tireur qui est en train de monter et qui tire cette équipe de Hong Kong vers le haut. Bon, bah, c'est à refaire. C'est l'avis de l'équipe. Allez, 25-23 en faveur de cette équipe d'Hong Kong. Je vous rappelle les enjeux. Cette équipe d'Hong Kong qui pourrait reprendre possession d'une place parmi les meilleures au sein des équipes asiatiques. Donc ce serait une qualification, pourquoi pas, en prévision de Tokyo.
France-Hong Kong, 25-23. Et c'est Erwan Lepéchou qui entre en piste. Et puis les enjeux pour l'équipe de France, c'est bien sûr assurer un petit peu plus leur place de deuxième, de numéro 2 mondial, derrière les États-Unis. Puisque l'équipe d'Italie, qui sera tout à l'heure en finale, est assez loin au niveau du ranking. Elle ne peut pas repasser devant, en tout cas suite à cette compétition. Il restera le Caire en février, en tout cas en compétition qualificative pour les Jeux. Mais après, il y aura peut-être encore d'autres Coupes du Monde par équipe qui joueront sur le classement mondial. Donc tout au long de la saison, il va falloir que les Français continuent de conserver cette avance, notamment face aux Italiens, effectivement. Parce que les Américains, ça va être difficile d'aller détrôner cette première place mondiale. Bon, Erwan qui a pris la première. Gaucher. Une lame du côté de Choi qui est un peu trop courbée à mon sens. On pourrait demander à la faire redresser. Elle est très incurvée en fait, sa lame, et un peu trop. C'est dommage là, Erwan qui rate. Et ce coup lancé magnifique, réalisé par le Hongkongais. En plein milieu du dos là. C'est aussi pour ça qu'on fait redresser une lame, c'est pour éviter ça. D'accord. Parce que c'est d'autant plus facile ensuite d'aller chercher des coups lancés. Il en a profité. Et Erwan a demandé. Hein. Allez, ça touche pour Erwan Lepéchou. Erwan qui a mis la pression pour faire déclencher une attaque de son adversaire. Il a réussi à parer, Erwan, ce qu'on appelle un contretemps. Et ensuite à riposter, bien amené. Mais il faut confirmer et enchaîner là. Allez. Attention. L'attaque d'Erwan qui a été parée. Choi qui rate la riposte. Remise de Erwan Lepéchou, non valable. Alors comment ça se prépare un par équipe, Brice? Parce qu'en individuel, il y a toute une préparation physique, bien sûr, une préparation individuelle. Et lorsqu'on arrive d'un seul coup où il faut switcher dans un par équipe, le lendemain d'une compétition individuelle, ça peut pas forcément se préparer à l'entraînement. Non, en fait c'est plutôt déjà la cohésion de l'équipe, les automatismes qu'on a entre soi, et puis ensuite c'est être aussi transparent vis-à-vis de ses coéquipiers, et à un moment si on se sent pas bien, c'est réussir à le dire. Et en même temps, quand on n'est pas bien, il faut pas non plus faire la pleureuse et se dire je suis pas bien, je suis pas en forme, je suis pas en confiance, parce que sinon ça dessert l'équipe. Donc il faut quand même prendre ses responsabilités, et c'est aussi pour ça que c'est important cette cohésion, parce que les autres peuvent être en soutien, peuvent apporter du plus, du positif, rassurer, apporter des solutions au tireur qui est moins bien. Donc c'est quand même une forme d'alchimie. Il y a beaucoup de management là-dedans, que ce soit par le coach évidemment, mais aussi entre les tireurs en management plutôt horizontal. Prendre soin de son coéquipier, l'écouter, peut-être parfois le prendre à part, insister sur ses points positifs quand il fait des choses qui sont bien et bonnes sur la piste. Donc voilà, ça se joue à pas grand-chose, hein, mais c'est ça qui fait qu'à un moment on tient, et que à une touche et à 44 partout, on met la dernière. Et évidemment ça repose beaucoup sur le finisseur, qui est à chaque fois Erwan Lepéchou, mais Erwan, sans les coéquipiers sur le banc, sans ce qu'ils peuvent lui apporter, sans la confiance qu'il ressent du banc, on peut pas la mettre cette 45e. C'est bien ce qu'il fait là. Allez, sur cette touche, on va marquer une courte pub et on se retrouve juste après pour la suite de cette petite finale entre l'équipe de France et Hong Kong. Restez avec nous. De retour ici au CIP avec eh bien, cette petite finale entre Hong Kong
Et l'équipe de France avec un magnifique relais d'Erwan Le Péchou il y a quelques instants. 7e relais. « 30-27 donc en faveur de cette équipe de France qui retrouve le sourire. C'est vrai que c'est très très stratégique, hein, Brice, parce que voilà, un Jérémy Cadot en difficulté, il faut prendre des points, il faut prendre des touches pour que Jérémy soit plus dans une phase défensive. Bah là, j'espère que Jérémy Cadot va pouvoir un peu plus contrer, tendre des pièges, jouer un peu plus avec le temps. Le temps, hein, c'est les 3 minutes. Il sera plus percutant comme ça. On le voit qu'il n'est pas spécialement en confiance, plus sa blessure. On voit que quand il tente, qu'il prend des risques, bah ça touche pas forcément. On sent que sa pointe, elle va pas directement sur la cible. Allez, il faut mouiller la tenue là, Jérémy. Et comme ça, c'est l'attaque qui touche. Il l'a pas manqué cette fois. Ah, c'est l'attaque là. Alors dans les nations asiatiques qui prétendent à une qualification olympique dans le par équipe, il y a, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, Brice, les Coréens. Et il y a également le Japon, mais le Japon qui est assez loin au classement mondial. Ils sont derrière. Japon et Chine, qui étaient des grosses nations de fleuret, sont moins fortes là. Depuis, ça a décliné depuis Rio. Et pourtant. Et on les reverra pas. Là, on les reverra pas à Tokyo. À Tokyo, ce sera voilà, ça se jouera en tout cas côté Asie entre la Corée ou Hong Kong. Et en individuel alors, parce que l'année dernière, aux commentaires, vous nous aviez dit qu'une équipe comme le Japon était une nation qui pourrait là aussi franchir un cap en vue des Jeux Olympiques organisés à la maison. Ouais, mais pour l'instant ils ont eu un tireur qui individuellement fait un peu plus de résultats, et il n'y a pas la dynamique attendue chez les filles. Chez les femmes japonaises au fleuret, c'est différent, ça monte, et elles pourront peut-être créer des surprises à Tokyo. Après, il n'est pas exclu que le Japon en fleuret soit qualifié par ce système de wildcard donné par le CIO aux pays hôtes et organisateurs. Et ça, on le saura quand? Ça, on le saura un peu au dernier moment, parce que c'est la délégation japonaise qui va utiliser ces wildcards sur les sports stratégiques sur lesquels elle pense pouvoir peut-être aller chercher une médaille. Je sais que sur l'escrime, il y a cette possibilité-là. Alors après, est-ce qu'ils vont le faire sur le fleuret, homme qui sera pas qualifié, ou alors est-ce qu'ils vont le faire sur une autre arme qui a peut-être plus de chance et qui se serait pas qualifié? Voilà, ça après il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais ils peuvent avoir cette opportunité-là. L'occasion pour nous de rappeler que l'escrime, pour la première fois de son histoire, va être représenté dans les 3 disciplines cette année aux Jeux Olympiques, avec l'épée, le sabre et le fleuret. Pardon, je suis désolé parce que entre-temps on m'a confirmé que le Japon au fleuret prendrait une wildcard. Donc ils ont dû avoir l'assurance déjà d'obtenir ces wildcards. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont un peu en off et en sous-marin, et qu'ils se mettent pas trop de pression. Mais ça peut être une surprise, parce que du coup, plutôt que d'avoir 8 équipes, on en aura 9. Ce qui va faire un premier match entre la 8e équipe et la 9e. Donc je ne sais pas qui sera 8e, peut-être l'Égypte. Donc le Japon pourrait rentrer comme ça et créer la surprise. Très intéressant. En tout cas, sur ma précédente phrase, je vous ai attaqué, vous n'avez pas du tout riposté. Et ce que je disais tout simplement, c'est que pour la première fois, et ça va
va forcément vous faire plaisir. Je sais que vous êtes très impliqué dans Paris 2024 et vous allez avoir un œil très attentif sur les Jeux Olympiques de Tokyo. Et voilà, pour la première fois de son histoire, l'escrime va être représenté avec les 3 armes aux Jeux Olympiques. Ouais, complètement. Là, c'est la première fois. On a du coup toutes les épreuves à Tokyo. Donc ça fait 12 épreuves. Il y a 6 épreuves individuelles, 6 épreuves par équipe et autant d'hommes que de femmes. Donc voilà, on fait partie l'escrime des sports avec qui respectent une parité totale. Alors, parce qu'à l'époque, c'était un tirage au sort. En fait, on n'avait que 10 épreuves, donc on conservait les 6 en individuel. 6 parce qu'il y a 3 armes, et hommes et femmes x 2, ça fait 6. Et ensuite, on n'en avait que 4 par équipe, et du coup, on faisait une rotation entre les Olympiades, entre les armes. Donc, il y a eu un premier tirage au sort, et ensuite, il y a eu une rotation qui s'opérait entre les Olympiades. Donc, c'était très très frustrant parce que ça change tout quand 2 ans avant on sait que l'arme dans laquelle on est sera pas par équipe. C'est difficile à vivre parce que du coup ça change un groupe aussi qui ne se base plus sur du collectif et qui commence à penser très individuel. Donc ça, en général on a un peu de mal à s'en remettre. Hein. Mais ça c'est de l'histoire ancienne. Et pendant ce temps-là, Jérémy Cadot fait son petit bout de chemin dans ce 7e relais. Et quel bout de chemin, puisqu'il arrive à tenir la barre. Et je fais un petit clin d'œil à Patrice Letellier du coup, parce que c'est le SMS qui m'a dévié de cette conversation. Je suis désolé, mais Patrice Letellier qui entraîne le cercle d'escrime de Melun, du coup, dans lequel est licencié Enzo Lefort. Et c'est Patrice qui m'a confirmé que les Japonais au fleuret auraient ces wildcards. Patrice Letellier, champion olympique en 2000 à Sydney. Et on était dans cette même équipe. J'avais 19 ans, j'étais le petit nouveau et heureusement qu'il y avait un mec comme ça de 33-34 ans pour me guider et m'épauler dans cet univers olympique qui pour la première fois, quand on le découvre, c'est pas évident. C'est beaucoup mieux je trouve ce que fait là Jérémy. Alors après Hong Kong ils ont fait rentrer leur remplaçant mais en tout cas Jérémy là l'appréhende beaucoup mieux. Il le fait douter. On sent que c'est moins franc. Il installe du doute en défensive. Et même s'il reste que 15 secondes, ça sert à rien d'essayer d'aller en chercher une 34e. On reste à 4 touches d'avance. Les tireurs suivants, que ce soit Enzo Lefort ou Erwan Lepéchou, ils sont largement capables de mettre plus de 5 touches en 3 minutes. Très bon relais de Jérémy Cadot. Ouais. Il a retrouvé de la confiance, Jérémy Cadot, dans ce relais. Et ça fait toujours un avantage qui devient important pour l'équipe de France. 4 touches de plus. La France à 33, l'équipe d'Hong Kong à 29. Et Enzo Lefort va faire de nouveau son apparition sur la piste. Enzo Lefort va faire donc son apparition face donc à Choi avant d'entamer donc le dernier relais et ce sera Erwan Lepéchou comme à l'accoutumée. Allez, ça touche seul pour Enzo Lefort, c'est bien. Choi le Hongkongais qui demandait une petite faute de masque puisqu'on n'a pas le droit de se protéger avec son masque, mais Enzo l'a fait très très bien. Enzo qui défend et ça lui permet de repartir en attaque. La pointe devant, c'est vraiment la clé du succès pour Enzo Lefort. Il a une défensive hors norme, mais il n'en a pas encore totalement conscience. Mais j'ai l'impression que pendant ces 2 jours, hier en individuel, plus aujourd'hui par équipe, je le vois de plus en plus repasser par l'arrière, installer de la défense, de la parade. Ça lui permet de repartir vers l'avant. C'est ce que vous lui disiez d'ailleurs en bord de piste. Je n'ai pas arrêté de lui dire. Je n'ai pas arrêté de lui dire. Et il ne s'en rend pas compte. Il se sent derrière, il se sent un peu agressé. Il se sent pas. Mais ça va venir. Et je lui dis, mais après, pose-toi, fais tes calculs, regarde le nombre de touches que tu as mises derrière, en parade riposte, mais aussi en attaque, parce que tu es repassé derrière. Il y a un moment, tu fais des maths, tu regardes, et puis tu vas voir que ouais, tu vas te sentir toujours peut-être un peu agressé, mais au final,
c'est toi qui mets les touches. Donc voilà, accepte cette petite pression. Enzo Lefort a marqué des points pour les Jeux Olympiques. Hier, Il est indispensable. Il est indispensable dans cette équipe. Il peut aller chercher une médaille individuelle. Il peut être champion olympique individuel. Et on a besoin d'un tireur comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui sait. On l'a vu tout à l'heure. Hein, il a remonté. Il est capable de mettre beaucoup de touches. Il sait prendre des risques. Il sait prendre ses responsabilités. Et il prend pas de trou. Allez, c'est non valable, il défend le pied jusque la fin de la ligne de ses 2 mètres. Attention, si son pied avant passe derrière la ligne bleue, il est touché. Attention à l'attaque là de Choi qui touche. 36-31. On revient à 5 touches. Alors, question un peu naïve avant d'entrer dans les tout derniers instants de ce match très disputé et très intéressant à suivre. Enzo Lefort, il est en mode Jeux Olympiques désormais. Mais un escrimeur aujourd'hui qui a fait partie de l'équipe de France olympique, est-ce qu'il a à se soucier d'autre chose? Est-ce que c'est un athlète qui n'a pas, par exemple, à se soucier de l'aspect financier dans sa vie? Ouais, c'est une question délicate. Après, Enzo, c'est un cas particulier. Il vient de faire champion du monde, donc l'exception. Donc voilà, il a des partenaires, il a un club qui l'aide bien. Je pense que pour quelqu'un comme Enzo qui est dans le top mondial, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de problème. Mais voilà, un groupe à l'INSEP, un groupe France, c'est entre 12 et 14 tireurs. Dans un groupe, il y en a peut-être 2 ou 3 qui arrivent à en vivre correctement, à avoir des partenaires, des sponsors. Pour les autres, c'est plus délicat. Heureusement que heureusement qu'il y a un soutien quand même de la Fédération française d'escrime. Heureusement que les clubs aussi sont là et beaucoup pour pouvoir et permettre aux tireurs de les envoyer en compétition, parce que c'est les clubs bien souvent qui payent les déplacements, l'hôtel. Donc voilà, ça repose, ça tient à pas grand chose. Ça reste un petit peu précaire. Et à l'échelon inférieur, alors est-ce que ce sont aussi les clubs qui emmènent, qui entourent les jeunes fleurettistes dans les compétitions? Alors, sur les déplacements de l'équipe de France, le club finalement il participe financièrement, mais il n'est pas là en tant que sportivement, il n'est pas là avec un coach. Chacun ne vient pas avec son propre coach. Il y a après un coaching qui se fait par le staff de l'équipe de France, les différents entraîneurs nationaux. Parfois on peut inviter un entraîneur de club. Ça fait partie aussi de l'implication des clubs. On peut faire venir un entraîneur voilà, pour que aussi les clubs restent bien au contact du haut niveau, de ce qui se fait à l'international, les impliquer. C'est important aussi, mais en tout cas en France, c'est le modèle qui a été retenu et qui a été choisi. Allez, Enzo Lefort, l'avant-dernier relayeur, avec 4 touches d'avance à 1,45 de la fin de ce 8e relais. Allez, bien défendu de la part d'Enzo. C'est un relais solide pour l'instant. Allez, serre-toi de ton allonge, il est repris là, Enzo. Allez, pas statique. Même si on recule, on génère du mouvement, de l'incertitude. Qui à la dernière prise de fer? C'est ça la question que se pose l'arbitre. Il ne le sait pas. Et du coup, il va voir de lui-même la vidéo. Justement, il y a Mohamed qui vous pose la question sur le hashtag l'équipe escrime. Combien de challenges ont droit les escrimeurs? Alors, sur une compétition par équipe, c'est un challenge vidéo par relais. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau relais, chacun des adversaires a un challenge. Évidemment, si en demandant ce challenge, on lui donne raison, il conserve ce challenge. On l'a vu hier sur la compétition individuelle quand c'est sur des matchs en 15 touches, c'est 2 challenges par tireur. Et là, c'est Enzo Lefort qui marque le point. Donc l'arbitre a estimé que la dernière prise de fer venait et était du côté du français, et c'est donc lui qui prend la priorité. Les 2 tireurs avaient touché en même temps. Il fallait donc déterminer quel était celui qui avait l'avantage. Allez, l'équipe de France pour aller chercher cette 3e place. 5e place l'année dernière du par équipe de ce CIP.
le Challenge international de Paris, ici à Coubertin. Coubertin bien rempli pour cette deuxième journée. Pour cette troisième journée même, puisque les compétitions ont commencé vendredi dernier. Et alors là... Bah là c'est une touche donnée, c'est ça m'agace. Ouais, il aurait pu faire l'effort Enzo de reculer. Allez. Encore une, mais c'est important de ne pas en offrir davantage à Hong Kong pour laisser de la marge à Erwan Le Péchou, le finisseur. Et s'il a 5 touches d'avance, c'est quand même beaucoup plus confortable. Allez Enzo, on se fait mal là pour la mettre, la 40e. Allez, il faut reprendre la priorité. Ne pas se lancer. Faire l'effort jusqu'au bout là. Attention. Choi avait repris l'avantage en effectuant une parade. Heureusement, il rate sa riposte. C'est non valable. Allez. C'est dommage ça. Il rate la cible Enzo. Enfin, en tout cas, la cible valable. Pas de touche. J'ai l'impression qu'il y avait un orteil qui était sorti, mais bon. J'espère que... Tu vois, il va pas demander la vidéo. Ouais, parce que je pense qu'il était sorti. Ça ne joue à pas grand-chose. Allez, ça touche seul là pour les Français. Allez, 5 touches d'avance. Vous voyez cette attaque déjà engagée par Enzo Lefort qui touche 40-35. Erwan Le Péchou se prépare pour son dernier relais à 5 touches de la fin du match. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour le dernier match. Retrouvez toute la passion du sport avec Aramis Auto, vente de voitures neuves et d'occasion au meilleur prix garanti. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Assure People, Assure People. Les jours Vistaprint sont de retour. Profitez-en pour faire des économies. Jusqu'à moins 50% sur tout. C'est le moment de donner vie à vos projets. Osez la nouveauté. Renforcez votre marque. Économisez jusqu'à 50% sur tout. Entrez le code promo JOURVP50 et profitez d'offres exceptionnelles pendant les jours Vistaprint jusqu'au 14 janvier. Retrouvez toute la passion du sport avec Aramis Auto, vente de voitures neuves et d'occasion au meilleur prix garanti. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Assure People, Assure People. C'est reparti depuis 4 secondes. Et Erwan Le Péchou a mis la 41e il y a quelques instants. Et la 42e touche. Ça marche bien, ça marche très très bien pour le dernier relayeur. Et pour aller chercher cette 3e place ici, dans le stade de Pierre de Coubertin. Allez, et la 43e. Il est bien Erwan, là, il aime bien être quand même dans cette situation. Il a des touches d'avance, il peut blinder le jeu comme on dit, c'est un super défenseur, donc on l'a vu sur les 2 premières actions, il a défendu, ça lui permet derrière d'aller chercher une action offensive, ça lui permet de varier, il va pouvoir s'exprimer totalement. Il faut pas partir trop vite quand même, voilà, il faut rester rigoureux avec des petits pas. C'est incroyable son jeu de jambes à Erwan Le Péchou, incroyable à chaque fois. Voilà, c'est très... Oh, dommage. Dynamique et une jolie touche réalisée par le Hongkongais. Erwan Le Péchou, vous le voyez pas parce que généralement on le sent à chaque fois galvanisé, avec beaucoup de confiance, et pourtant il cherche énormément le rapport à l'autre, il cherchait énormément des conseils de son coach, ou alors de gens comme vous, Brice, qui le connaissez très très bien. C'est quelqu'un qui a besoin
d'être, on a l'impression, tout le temps rassuré. Ouais, après c'est la fin de carrière qui veut ça. Souvent on dit voilà un tireur ultra expérimenté, voilà il peut se servir de tout ça, mais moi l'expérience souvent c'est beaucoup de cicatrices, c'est aussi beaucoup de doutes, donc c'est normal. Quand on est jeune on se pose pas de questions, on y va, on réfléchit pas, on se lance, on est sur l'instinct, on est sur la sensation. Quand on est un peu plus expérimenté en fin de carrière comme ça, on a besoin d'être rassuré, d'être dans des schémas, de s'assurer que ce qu'on fait c'est juste et qu'on peut continuer comme ça. Donc c'est aussi habile de la part d'Erwan de demander un œil extérieur. Une touche de la fin du match pour Erwan Le Péchou. En tout cas, les Hongkongais n'auront pas du tout démérité et ça va leur permettre d'engranger encore des points dans ce classement si important. Oh, dommage. Ouais, dommage. Un peu facile la riposte d'Erwan là. Il doit s'en vouloir parce que il a manqué d'intensité pour la mettre. Je pense que Erwan doit sentir que bon, il a les clés sur Chung, mais il faut pas trop jouer dans ces cas-là, faut enfoncer le clou. Et Erwan Le Péchou, allez, c'est fait. Il la met la dernière. 45-38 pour l'équipe de France. Le match pour la 3e place. Magnifique relais encore une fois d'Erwan Le Péchou. Attention parce que lui aussi en individuel il pourrait prétendre à une magnifique médaille aux Jeux Olympiques. Et il est très très en forme en ce moment. Il l'a montré tout au long de ce week-end parce que voilà, face à Enzo Lefort hier, il n'a pas du tout démérité. Il aurait pu passer le cap de la demi-finale. Ça s'est joué à pas grand chose. Erwan Le Péchou montre que c'est le meilleur finisseur de cette équipe de France et que surtout il faudra compter sur lui effectivement pour une sélection olympique. Bah complètement. Et puis ce duo Erwan Le Péchou, Enzo Lefort fonctionne très bien. Erwan en finisseur et Enzo avant qui est là aussi pour remonter si besoin, mettre son finisseur en confiance. Ça c'est un duo qui fonctionne dans l'équipe. Et évidemment que ces deux tireurs là, même si c'est pas fait, on les retrouvera dans cette sélection du fleuret homme à Tokyo en 2020. L'équipe de France peut s'adresser au public du challenge international de Paris. Ça fait du bien là pour les Français, c'est de finir sur une victoire là à Coubertin, en France, devant le public. Finir sur une victoire, très important, avant la suite des hostilités. Tout d'abord, merci pour le prix que vous avez fait pendant tout le week. Mais on va avoir besoin de vous une dernière fois pour rendre un hommage. On voit la phase finale entre l'enfant du sud de la France et le Hongkongais Erwan Le Péchou, 37 ans. Il va participer donc c'est sûr aux Jeux Olympiques avec le par équipe. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu le même Erwan cette année par rapport à l'édition 2019 du CIP où il était peut-être un petit peu plus relâché, il avait été éliminé un petit peu plus tôt. Erwan Le Péchou, voilà, on a l'impression que l'âge n'a pas vraiment d'emprise sur sa motivation et même sur son physique. Vous disiez, Brice, vous me disiez en off que Erwan Le Péchou était staccanoviste à l'entraînement. C'est aussi pour ça que vous vous retrouviez beaucoup chez lui. On avait deux façons différentes de faire du fleuret, mais ce qui est sûr c'est que voilà, Erwan c'est une bête d'entraînement, c'est quelqu'un qui est hyper professionnel sur tout ce qu'il fait, donc une implication en engagement total à l'entraînement, sur les séances d'assaut, sur ses leçons, sur la musculation, enfin voilà, tout est orienté vers la performance. Et voilà, et c'est ce qui lui permet aujourd'hui, il est de 82, il a 37 ans, c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'être encore là, d'être toujours motivé. Et bien justement, on va l'écouter, Erwan Le Péchou, parce que l'équipe de France visiblement a demandé au speaker s'il pouvait s'adresser à Coubertin. On l'écoute. Non, ça marche pas. Si, ça marche. J'ai passé temps ici. Avec grand plaisir.
votre micro, ce sera mieux. On donne le micro de l'arbitre. Un temps ici avec des moments extraordinaires. Je remercie vraiment le public, c'est la plus belle compète de loin. Merci à vous. Et c'est une super surprise que tout le monde m'a fait. Ma famille, mes coéquipiers et vous, le public, donc je suis vraiment ravi. Merci, je ne sais pas trop quoi dire, je suis vraiment touché et j'espère qu'on ira encore loin tous ensemble et puis après moi il y en aura d'autres et puis merci à l'équipe de France, merci au public et merci à ma famille. Ouais, c'est super ça parce que voilà, on le sait, Erwan Le Péchou, c'est sa dernière saison, c'est sa dernière compétition, en tout cas son dernier challenge international de Paris puisqu'il arrêtera après les Jeux de Tokyo en 2020. Donc c'est cool parce qu'ils finissent sur une victoire, même si c'est une 3e place, c'est quand même ils viennent de gagner leur dernier match ici. Et voilà, c'est un bel hommage qui est rendu à Erwan Le Péchou avec son frangin là qui l'embrasse, son papa à côté. À droite, on avait vu Stéphane Ferbraquel avant le kiné de l'équipe de France. Donc c'est sympa cette petite haie d'honneur. Et puis Inès Boubakri, sa femme. Voilà les autres tireurs, les jeunes de l'équipe de France. On voit Erwan Auclin. Et ouais, c'est un bel hommage à l'un des piliers de cette équipe de France depuis des années. Hein. Inès Boubakri qui a été médaillée olympique également. Elle fait bronze à Rio. Ouais. Et ouais, Erwan Le Péchou qui est bien tout simplement le capitaine de cette équipe de France. Et on l'espère qu'il sera au rendez-vous à Tokyo pour aller non seulement décrocher une médaille avec le par équipe et pourquoi pas en individuel. Et on revoit donc les statistiques des différents relayeurs. Ouais, on voit Erwan qui était en positif à plus 6 touches face à touches données et touches reçues. Enzo plus 9 et Jérémy Cadeau qui était lui je crois moins 8 mais en négatif. Mais voilà pourquoi il faut ce duo Enzo Lefort, Erwan Le Péchou dans cette équipe, parce que c'est des tireurs portés sur l'action. Ils savent aller mettre des touches vers l'avant. En défensive, ils savent tout faire. Et c'est la clé de cette équipe. Rendez-vous à 18h donc pour le match entre l'Italie et les États-Unis sur le site de l'équipe.fr. Et on vous propose avant cela de revivre la grande finale qui a eu lieu un petit peu plus tôt dans le week-end. C'était hier en individuel entre Daniele Garozzo et Nick Hitkin. Une très très belle finale. On vous propose de revivre. Allez, 8-4. Alors, quelle est l'attaque qui va être Pour moi, c'est l'attaque de l'Américain. Garozzo, c'est vraiment bloqué. Vous allez voir, les deux partent en même temps. Arrête Garozzo. Et pour moi, c'est l'Américain qui part plus franchement avec le bras et vers l'avant. Là, on a eu une belle leçon de deux attaquants. Et il y en a un qui l'exécute moins bien que l'autre. Voilà. Garozzo a moins bien exécuté son attaque. Il part pas assez vite du bras. Sur les jambes, ils font à peu près la même chose. Et encore que l'Américain repart avant des bras, du bras et des jambes. Donc c'est bien arbitré. Pour moi, c'est l'attaque de l'Italien qui touche. On voit Hitkin qui dit à son coach: est-ce que je demande la vidéo? Mais je pense qu'il n'y a pas photo. C'est l'Italien Garozzo qui avait commencé à aller de l'avant. Il ne s'est jamais arrêté. Il a fini son attaque. Alors si vous n'étiez pas avec nous un petit peu plus tôt, un Français s'est hissé en demi-finale. On le retrouvera demain pour le par équipe. Soyez avec nous aux alentours des 16h30 pour la suite de cette compétition. Et le challenge international de Paris qui, dans sa deuxième journée, accueillera l'épreuve par équipe. Et là, ça va être très très spectaculaire puisque ce sera un exercice qui s'effectuera en relais. Relais à l'italienne en 45 touches. Des relais de 5 touches, 9 relais de 5 touches pour arriver en 45. À 5 touches, du sacre pour Nick Hitkin.
Attention, Daniele Garozzo. Alors il est capable de tout, hein. Il est capable de revenir dans le match et il a touché. Ouais, il a touché en parade riposte. Je comprends pas pourquoi l'arbitre lui donne pas. Ah, effectivement, il était magnifique en plus. Et ce coup lancé. Pour moi, il a dû faire. C'est très léger, mais en tout cas, la première attaque de Aitken ne touche pas. Et ce sont des gammes que les fleurettistes répètent et répètent encore hein, à l'entraînement. Ouais, parce qu'à l'entraînement, il n'y a pas que la séance d'assaut, il y a aussi beaucoup de travail avec le maître d'armes à la leçon. Donc c'est un travail qu'on exécute. C'est à la fois un travail de coopération et de confrontation avec le maître d'armes et on répète des mouvements. Donc on est vraiment dans le placement, dans la technique. Et il répète les mouvements. Et puis à un moment, le maître d'armes crée un peu d'incertitude pour que le tireur puisse s'adapter. Et puis en fonction de la distance, de la position de la main. Voilà. Donc, la leçon, c'est 2 ou 3 fois par semaine pour un escrimeur. Des leçons entre 30 et 45 minutes. En plus des séances d'assaut, on va dire au moins 3 séances d'assaut par semaine. Et après, il y a toute la préparation physique. Désormais, en tout cas, les Français, ils ont un préparateur physique, un préparateur qui les échauffe, parfois de manière spécifique et individualisée. Il y a du renforcement musculaire, aussi avec le préparateur physique ou en salle de musculation. Chacun a son propre programme en fonction de ce dont il a besoin. Donc voilà, tout ça, c'est... Seulement en salle de musculation ? Pas que, ça peut être dans la salle d'escrime avec des parcours training, avec des Swiss ball, medicine ball, enfin voilà, tout ce qu'on peut utiliser. Beaucoup de jeux aussi avec de la balle pour de la coordination. Donc il n'y a pas que de la muscu parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans les excès de la muscu et prendre trop de volume. Ça limiterait l'amplitude qu'on peut avoir. Et puis prendre un peu trop de poids en muscu, c'est plus de surface valable pour l'adversaire. Donc voilà, faut trouver le bon équilibre. Et le cardio alors il se travaille comment ? Seulement dans les phases d'assaut ? Beaucoup en spécifique sur les séances d'assaut, mais pour ceux qui pêchent un peu là-dessus, on peut aller le travailler, le cardio, tout simplement en allant courir ou en faisant des séances de vélo, en fractionné. Ça peut permettre d'améliorer le cardio. Ouais, certains tireurs ont besoin plus de travailler le cardio que le côté puissance. Allez, Garozzo. Allez, ça touche pour Garozzo. Il est en train de revenir dans le match. Faire 11-8, c'est lui qui redémarre en premier. Ça joue vraiment pas à grand chose là. À 3 touches de l'égalisation pour Garozzo. Comme on vous le disait, il est capable de tout. Et de revenir du diable au vert comme il est en train de le faire. Je pense qu'il va revenir. Wow. Même s'il est gêné par Aitken. Oh là là, quelle sérénité quand même là de Aitken. C'est pas du tout précipité. Et ça touche direct avec une main haute. Là, c'est venu toucher à la limite du masque de la bavette. Il peut faire très mal ce point. Psychologiquement pour Garozzo. La riposte de Garozzo qui touche pas. Ouais, 49 secondes dans ce premier tiers-temps. J'aurais tendance à dire qu'il faut pas que ça se finisse dans le premier tiers-temps pour Garozzo pour espérer quand même recoller. Et il a été gêné là, Garozzo, pour sa riposte. On a vu l'Américain Aitken le coller, mais il est à la limite de la faute. Il ne sera pas sanctionné, l'Américain. Parce qu'évidemment, en escrime, on doit éviter le corps à corps. Et là, il est venu se coller à l'Italien pour éviter la riposte. C'était à la limite. Il y a peut-être un arbitrage vidéo, justement pour vérifier qu'il n'y a pas une faute du côté de l'Américain. Alors Nikitin qui va venir titiller la hiérarchie américaine pour une qualification en vue des Jeux Olympiques, mais du côté de la délégation italienne, comment ça se passe au niveau des égos entre le champion olympique et le numéro 1 mondial, Focconi? Je pense qu'ils savent que l'un comme l'autre, ils ont besoin de l'autre. Donc Focconi et Garozzo, les deux, ils seront dans l'équipe. Après, je pense qu'un Cassara, Andrea Cassara, il sera toujours là. On l'a vu, même si sur Erwan Le Pécho, il a pris 15-6 en tableau de 16. Cassara, ça reste quand même très très fort.
Et puis après, il y a d'autres tireurs. Giorgio Avola, un jeune aussi qui peut monter, une Guardiola. Faut voir. Les Italiens, ça reste une équipe aussi quand même avec des cadres un peu comme chez les Français, donc je suis pas sûr qu'il y ait une grosse surprise. Et c'est un très beau match, en tout cas, auquel on assiste entre l'Américain et l'Italien. Garozzo face à Nick Hitkin. L'année dernière, c'est un autre Américain, Maynard, qui avait affronté Focconi. Il défend très bien. Et Hitkin qui va marquer une nouvelle fois. Il défend très bien parce que Garozzo, qui aime bien être dans son pressing, aller vers l'avant, il n'arrive pas à l'installer. Il avance, mais dès qu'il avance, la pointe de l'Américain est toujours menaçante. Et là, il s'est fait toucher. Et à une touche. Une touche. Il ne reviendra pas. De la victoire. Alors Brice Guyard nous dit qu'il ne reviendra pas. Attention à Daniel Garozzo. Il est trop fort là, Hitkin. Il est bon partout en fait. Il est bon au milieu de piste. Il est bon quand il est dans son dernier mètre acculé. Et tellement serein. Il est bon vers l'avant. Il est serein, il touche jamais non valable, il est toujours en surface. Enfin voilà. Et puis il est hyper concentré, hyper lucide. Enfin bon voilà. Et un nouvel Américain à Paris qui vient s'imposer ici dans le challenge international. Il peut lever les bras au ciel. Il aura son affiche l'année prochaine en haut de Coubertin. Nick Hitkin qui a surpris tout son monde. Il faisait office d'outsider et il vient s'imposer ici dans ce challenge international de Paris. Et ouais, Nick Hitkin, il va falloir compter sur lui pour les prochains Jeux Olympiques. Il entrera en piste d'ici quelques instants pour la grande finale que vous suivrez donc tout à l'heure à 18 h sur le site l'équipe.fr. On va revoir les meilleurs moments du match qui a eu lieu il y a quelques instants pour la petite finale entre l'équipe de France et Hong Kong, avec le dernier relais donc d'Erwan Le Péchou. Erwan Le Péchou qui a été très solide. Lequel selon vous Brice a marqué des points, a marqué le plus de points en vue de Tokyo. Je me répète un peu, mais à quelques mois des prochains Jeux Olympiques, c'est dans toutes les têtes ces sélections. Ce qui est bien pour les Français là, c'est de voir qu'Erwan Le Péchou, ça reste un finisseur très fort pour la France. Kenzo Lefort, c'est quelqu'un qui, dans un relais par équipe, sait faire la différence. Il était mené, je me souviens plus combien il y avait de touches de retard. À un moment, il y avait eu 6 touches de retard. Il a réussi à renverser de l'autre côté. Donc voilà, ça, c'est des signaux forts envoyés aux adversaires de montrer qu'attention, il y a une équipe de France qui est bien rodée et avec des tireurs qui savent faire la différence. Et maintenant, il va falloir réussir à constituer un peu ce troisième coéquipier. Et le quatrième qui sera remplaçant, mais c'est plutôt des bons problèmes pour les Français d'ici Tokyo. Alors c'est un challenge international de Paris qui finalement a vu des Français briller. Le petit regret forcément, c'est de ne pas les avoir en finale, mais le rendez-vous est pris pour 2021. On sera dans une période post-olympique et on espère que Coubertin vibrera encore un petit peu plus au rythme de l'escrime. Erwan Le Péchou tout à l'heure, c'était très émouvant, a fait ses adieux à Coubertin puisque c'est sa dernière saison au plus haut niveau. Un grand merci Brice d'avoir été avec nous tout au long de ce week-end pour commenter l'escrime. On vous laisse préparer comme il se doit les Jeux Olympiques de Paris 2024. Rendez-vous avec de la fléchette et les championnats du monde, les huitièmes de finale que vous pourrez suivre donc à partir de 20 h sur la chaîne L'équipe. Et puis s'en suivra l'équipe du soir consacrée à PSG Monaco. Merci beaucoup Brice. Avec grand plaisir et à très vite pour de l'escrime sur la chaîne L'équipe. Et rendez-vous sur le site l'équipe.fr pour suivre la grande finale donc entre l'Italie et les États-Unis. Ça va être un très beau match. Merci à toutes et à tous et à très vite pour de l'escrime sur la chaîne L'équipe.